bien, bonsoir, bienvenue sur Diagonale, bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, encore sur le feu Éloi, puisqu'on va couvrir le championnat du monde, encore une fois, et oui, le championnat du monde de New Delhi, cette fois le championnat du monde FIDE. Oui, le fameux proverbe « un championnat du monde peut en cacher un autre », eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque Vladimir Kramnik est champion du monde, mais Brain Games, et là nous avons le championnat du monde officiel de l'institution du jeu d'échecs, qui est donc la FIDE, Stéphane. La FIDE, Fédération internationale du jeu d'échecs, dont on a longuement parlé dans cette émission. Et donc là, tous les meilleurs joueurs du monde sont là, à l'exception des deux meilleurs, de Kasparov et de Kramnik. Oui, à noter une autre absence, Stéphane, il s'agit d'Anatoly Karpov, qui ne joue pas non plus, puisqu'il est effectivement en ce moment en procédure, puisqu'il veut récupérer son titre qu'il estime que la FIDE lui aurait enlevé. Oui, mais enfin là, il va y avoir deux titres, il va avoir deux titres de retard. Kalifman, et en janvier, il aura un deuxième champion du monde. De toute façon, décemment, Anatoly Karpov ne peut plus dire qu'il est champion du monde, puisqu'il ne l'est plus, et il n'a plus le niveau pour l'être, puisqu'il est 10e mondial. En tout cas, Stéphane, revenons sur ce championnat du monde FIDE, c'est un événement, puisqu'il y a 100 joueurs, pratiquement tous sont là, et c'est un système à élimination directe. Alors je pense qu'on peut revenir peut-être là-dessus. Oui, alors système à élimination directe, ça a été institué par le président actuel de la fédération, Illuminov, qui a décidé d'ouvrir un peu ce championnat du monde. C'est la 3e édition qui va avoir lieu sur ce modèle. La première avait eu lieu aux Pays-Bas avec une finale en Suisse à Lausanne. La deuxième a eu lieu à Las Vegas. Donc la première, c'est Karpov qui a gagné, mais était qualifié directement en finale. Deuxième, Kalifman, à la surprise générale, on va dire. C'était la grosse polémique depuis un an, c'est ça qui se passe. Kalifman, champion du monde, qui est 30e joueur mondial et qui avait quand même fait un fantastique tournoi. Et cette année, très ouvert, quoi. Alors cette année, qu'est-ce qui va se passer Kalifman, pour l'instant, est le champion sortant et on voit qu'il a un début de tableau extrêmement difficile. On va peut-être vous détailler un peu ce tableau. Kalifman, effectivement, c'est le sujet du jour puisque la partie que nous allons commenter est une des siennes. Donc où il a battu Judith Polgar. Oui, c'est-à-dire qu'en l'absence pour l'instant de partie à commenter, on va commenter une des dernières parties du champion du monde en titre qui va défendre son titre, quoi, en fait, tout simplement. À noter quand même que parmi les absents, on a cité Karpov, Kasparov, Kramnik, il y a aussi un absent qu'on aurait bien aimé voir, c'est Judith Polgar. C'est une absente. C'est une absente, oui, alors pas qualifiée par le Hello parce qu'elle est 30e mondiale ou 35e. Oui, ça se joue à peu de choses en fait. Ça se joue à très peu de choses, donc c'est un peu bizarre. Et pas qualifiée parce qu'elle n'a pas joué les tournois zonaux, pensant peut-être qu'elle allait être invitée, puisqu'il y a des invités. Et non, elle n'est pas là. Et on peut se demander pourquoi elle n'est pas là que d'autres invités. On se demande, quoi. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de qualifiés d'office. On va dire par exemple tous les jeunes juniors qui ont plus de 2600 points Hello, donc c'est le cas d'Étienne Bacrot, qui pour notre plus grand plaisir va participer à ce championnat. Et de Ponomariov. Également Ponomariov. Je crois que le dernier c'est Galkin ou Grichuk, j'ai un petit trou de mémoire ici. Il y a également les invités du président. Il y a par exemple Boris Spassky qui a été invité, qui ne participe pas. Boris Spassky, champion du monde en 69. Qui a décliné l'offre. Il y a quelques invités comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, il n'invite pas la meilleure féminine et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon, grosso modo, on peut dire que les meilleurs sont là, à l'exception des deux premiers mondiaux, Kasparov et Kramnik. Anand sera là, Shirov sera là, Adams aussi, Ivanchuk, Short, Bareyev, Morozevich. On va y revenir sur les têtes de série plus tard. Alors Stéphane, il y a 100 joueurs, ce qui nous fait donc un total de 99 matchs. Oui. Effectivement. 99 matchs vont être joués dans ce tournoi. Et pour faire jouer 100 joueurs, eh bien, on fait un système un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on en fait jouer au début 72, qui nous donne 36 qualifiés, auxquels on rajoute les 28 qui n'ont pas joué, les qualifiés d'office, ce qui donne à la fin 64. Et là, on commence le système élimination directe. Voilà, c'est-à-dire donc premier tour, il y a 28 qualifiés d'office. Donc 72 joueurs, comme tu viens de le dire, qui se qualifient. Et au deuxième tour, on rentre, tout le monde joue tout le temps. Et 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Alors effectivement, pour cette finale, eh bien, il y aura un déplacement, puisque la première partie se joue, on ne l'a pas forcément dit, à New Delhi. Ouais. Et la deuxième partie, la finale, le match en 6 parties, donc, se jouera à Téhéran. Alors à noter que la finale se joue en plein Noël. Oui, alors ça c'est sympa. Mais ça se termine le 27, voilà. Mais c'est pas grave, il y aura quand même une émission spéciale puisque nous serons là, donc c'est bien. Et nous vous ferons un compte rendu sur cette finale le mercredi 27 au soir. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez reçu, ou si les amis à vous reçoivent une connexion Internet à Noël, par modem ou ADSL, puisque l'ADSL va arriver, eh bien, ils pourront en profiter. Oui, ils pourront étreiner leur cadeau de Noël éventuellement. Voilà, avec le 27, une émission spéciale Diagonale pour fêter, entre guillemets, à la fois Noël, le Nouvel An et le nouveau champion du monde. Ça va Tout être beau. À fait. Oui. Je pense qu'il y aura un gâteau, il y aura quelque chose. Il y aura un gâteau exceptionnel. Donc, alors effectivement, c'est des matchs en 2 parties, c'est-à-dire s'il y a
un gagnant suivi d'une partie nulle, eh bien, celui qui a marqué 1,5 point est qualifié, l'autre est éliminé. Voilà. En cas d'égalité un partout, eh bien, c'est plus la même chose. Il y a des matchs de semi-rapide, Stéphane, en cadence Fischer, qui se jouent le lendemain. Exactement, match semi-rapide. Et s'il y a des égalités en bout des semi-rapides, eh bien, on continue à jouer jusqu'à qu'il y ait un vainqueur et on réduit la cadence. Voilà, tout à fait. Ça va de plus en plus vite. On fait des 25 minutes au départ ou des 20 minutes plus 10 secondes. C'est incrémenté. Ensuite, on finit en blitz, tout simplement 5 minutes par joueur. Et là, c'est des places qui valent cher parce qu'on n'a pas encore détaillé les prix de ce tournoi. Il y a 3,5 millions de dollars en tout, ce qui est considérable. Ouais. Et effectivement, chaque fois qu'on passe un tour, on multiplie son prix à peu près par 2. Oui, c'est pas mal. Donc effectivement, sur un blitz, ça peut commencer à valoir cher, sachant qu'au premier tour, si on est éliminé, on gagne quand même 50 000 francs. Alors, est-ce que c'est comme la dernière fois où les prix étaient proratés, hein? Je crois que s'il se faisait 2 parties nulles, il fallait se départager en partie rapide, mais on perdait moins d'argent si on était éliminé. Oui, alors effectivement, c'est possible qu'ils aient adopté ce système d'assurance, comme on appelle ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas le souci principal. Non, c'est pas le souci. Ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il y a des très beaux matchs. Donc, il y a des têtes de série. Alors, à noter, ce qu'on a noté dans le tableau, parce qu'on a le tableau sous les yeux, hein, alors on vous invite à visiter le site officiel. On va quand même faire la publicité du site officiel, c'est normal. C'est le worldfide.com, le site de la FIDE. Oui, c'est le World FIDE qui vous renverra sur un autre site jumeau qui est dédié à ce championnat du monde. Voilà. Donc, vous allez sur fide.com ou worldfide.com, les deux marchent, et ensuite vous avez le lien direct vers cette grille de tournoi, vers tout un tas de choses. Voilà, donc site officiel évidemment de la fédération. Alors à noter qu'il y a une partie du tableau qui est extrêmement relevée. Éloi, tu as noté que... extrêmement relevé, il s'agit du deuxième, huitième de tableau. Ouais. Et bien donc on retrouve évidemment en tête de série Peter Leko et Nigel Short, dans ce fameux huitième de tableau. Mais il y a également Kalifman. Ouais. Ça c'est une surprise, puisque ça fait a priori quand même 3 têtes de série, c'est ce qui est énorme. Et Kalifman peut rencontrer Leko. Hein, c'est ça ? Voilà, Kalifman peut rencontrer Leko au 3e tour. Au 3e tour, et à noter que Leko a écrasé Kalifman en janvier dernier par 4 victoires, ou 3 victoires à 0. Oui. 3 victoires à 0 en 6 parties, donc il l'avait vraiment proprement exécuté. Kalifman s'était un peu vengé, je crois, puisqu'il avait gagné une partie à Linares contre Leko, mais a priori, gros avantage Leko. Et dans ce même tableau, on va retrouver Lautier, qui, s'il passe les 2 tours, va rencontrer Short. Et ces joueurs-là peuvent Short, attention Stéphane, tu as enterré quand même notre français Igor Nataf, qui jouera Short s'il bat Sutovski au premier tour. Sutovski qui est un Israélien à sa portée, clairement. Igor Nataf peut gagner ce premier tour, alors qu'il est, il est quand même outsider. Mais à ce moment-là, il jouerait Short au 2e tour. Et là, effectivement, grosse partie. À noter que si Joël et Igor gagnent, eh bien, ils se rencontreront au 3e tour. Ouais. Un match franco-français, donc il ne pourrait y en avoir plus qu'un. Il n'y en aurait plus qu'un. Et alors, est-ce que Bakro, lui, est-ce qu'il a un meilleur tableau ? Alors, Bakro, où est-il ? Il joue au premier tour Richagov, pas facile. Et s'il passe, je crois qu'il joue contre Peter Svidler, si je n'ai pas dit, de bêtises. Oui. Et ça, c'est très très dur, parce que Svidler a battu plusieurs fois Garry Kasparov. Donc il est extrêmement fort, Peter Svidler. À noter qu'il y a quand même un autre Français d'adoption, c'est Vladislav Tkachev, qui lui a un début de tableau assez facile. Oui, Tkachev qui est qualifié au premier tour. Voilà, il est qualifié d'office au premier tour, ça c'est important. Et au 2e tour, il jouera le vainqueur du match, le siège Vasquez qui est le joueur chilien, le siège québécois. Et effectivement, il a toutes ses chances à ce 2e tour, et après il affrontera une tête de série qui n'en est pas une. Il s'agit de Kasim Janov, qui a un classement à mon avis un peu surévalué. Et donc on voit bien Vladislav Tkachev se retrouver contre Morozevich au 3e tour, ce qui serait un très très beau match, puisque Morozevich évidemment fait office de favori. Alors nous on a fait un tableau idéal. Le vainqueur supposé c'est Viswanathan Anand. A noter qu'en fait Anand est son prénom, hein. J'ai lu ça sur un site indien. On se trompe tous en Europe, on l'appelle Viswanathan Anand, et en fait Anand c'est son prénom, il n'y a que sa femme qui l'appelle comme ça. Qu'il appelle Anand, et en fait elle l'appelle par son prénom, et c'est Viswanathan son nom. Mais bon, nous on avait l'habitude de considérer l'inverse. Bon, Anand en finale. Anand gagne le tournoi, plus haut Stéphane, puisque en finale il affronterait donc a priori Chirov. Voilà. Non, c'est Morozevich qui a le 2e classement, que je ne dise pas d'énormité. C'est Morozevich qui a le 2e classement, très surprenant. J'étais très surpris de voir ça sur le site de la FIDE, donc je tiens ça de source officielle. Oui, mais c'est la mise à jour du Hello mois après mois, peut-être, c'est ça ? Peut-être. En tout cas, toujours est-il que Morozevich est considéré tête de série numéro 2, et il affronterait donc Anand en finale. Bon, évidemment, tout ça, c'est des Tout ça, c'est effectivement... On a bien vu à Las Vegas que les têtes de série tombent comme des fruits mûrs. Parce que je crois que pour les demi-finales, il y avait 3 outsiders complets. Il s'agissait de Nisipeanu, Akopian, et le dernier, Kalifman, tout simplement. Il n'y a que Adams qui était arrivé. Non, c'était pas Adams, Stéphane. Il s'agissait... Si, c'était Adams qui avait perdu contre Akopian.
Ah oui, tout à fait. Non, mais je me rappelle très bien, Adams est arrivé en demi-finale, ce qui veut dire que les têtes de série vont arriver quand même assez loin, a priori. Adams est très fort en match, c'est vrai qu'il est fort, il était déjà en finale du précédent championnat du monde, je crois, contre Anand. Exactement. Alors le plus impressionnant, c'est quand même évidemment Viswanathan Anand, qui n'a joué qu'une seule fois en Hollande, et il est arrivé en fait vainqueur de l'épreuve, sauf que quand on avait gagné ce système à élimination directe, eh bien il y avait Karpov qui est arrivé tout frais, et qui est aussi parti 2 jours après, effectivement. Anand qui revient de 1 mois de folie, de sueur froide, de stupeur. À la fin, ça s'est joué dans les blitz contre Michael Adams, en finale. Et ensuite, 2 jours après, il faut jouer Karpov qui arrive en ayant regardé le tournoi de loin, puisqu'il n'y a pas participé, et donc il s'est incliné contre Karpov. Voilà, alors suivi de ce championnat du monde, eh bien, tour après tour, avec des invités très intéressants, on va en parler tout de suite. Alors, à partir de lundi, donc c'est ça à partir Non, c'est à partir de mercredi. Pardon, oui, de mercredi. Oui, mercredi 29. J'anticipe un peu. Mercredi 29, et en gros, tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Oui, puisqu'il n'y a pas de jour de repos. Il n'y a pas de jour de repos. C'est très simple, 2 parties plus les semi-rapides. 2 parties, si on gagne les 2 parties, on a un jour de repos, mais si on ne gagne pas, il faut jouer les semi-rapides. Et nous, le soir, on fait un compte-rendu de la journée avec les qualifiés, les têtes de série qui sont tombées, analyse des plus belles parties, je pense qu'on va dire ça, analyse des plus belles positions, voire d'une partie entière si elle est très intéressante. Analyse du tour suivant, et ça tous les 3 jours jusqu'au 27. À noter qu'à partir des demi-finales ou des quarts, je ne sais plus. Non, c'est les demi-finales qui se jouent en 4 parties. Les demi-finales se jouent en 4 parties, donc là, ça sera au bout de 5 jours. Et la finale se joue en 6 parties. Et à noter qu'il y a quand même un petit... Bon, enfin, ça, on vous préviendra en cours de route de toute façon. Voilà. Donc, notre premier invité, ça sera Jean-Claude Moin, qui viendra mercredi 29, puisqu'il y a 2 Clichois et que Jean-Claude est président du club de Clichy, c'est-à-dire Igor Nataf est de ce club et Joël Lautier également. Donc il pourra nous parler un peu de leur préparation et ainsi de suite. Il nous éclairera sur ce début de championnat. Donc et puis on va voir si Lautier est passé. Il a Nataf aussi, c'est ça intéressant lundi. Donc là, Jean-Claude, il va peut-être arriver soit très heureux, soit à moitié heureux, et soit pas heureux du tout. On verra bien. Et alors on aura aussi Laurent Fressinet, il y aura Luc Bergès qui va nous rejoindre, Olivier René. Pour la première fois, je crois qu'il va revenir sur Diagonale. Marc Santoroman qui est déjà venu, qu'on aime beaucoup à Diagonale, 3 fois champion de France, qui vient de Toulouse exprès, et ça je suis content, pour donc commenter ces tours et ce championnat du monde. Et je crois qu'on aura Robert Fontaine aussi. Robert Fontaine. Enfin bref, tout un tas de personnalités qui viendront nous aider. Laurent Fressinet, on l'a oublié. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Ah d'accord, Laurent Fressinet est quand même très important. Et peut-être Arnaud Auchard. Voilà. Donc bref, il y aura beaucoup de maîtres et grands maîtres français qui viendront nous éclairer, nous donner leurs avis sur ce championnat, sur les tours qui passent. Et ça sera très très intéressant. Alors Stéphane, peut-être qu'on va regarder une partie du champion en titre. Oui, alors on va regarder maintenant pour se mettre la bouche, l'eau à la bouche un petit peu. C'est le titre d'ailleurs d'une autre émission de Canal Web que je vous invite à découvrir. L'eau à la bouche avec la partie Kalifman contre Judith Polgar. Alors pourquoi ? Parce que Kalifman est le champion du monde en titre et que... Alors là, c'est très surprenant. C'est pas grave, alors je continue pendant que... Oui, peut-être en plein écran d'ailleurs. Oui. Ouais, donc là, voilà, on a une petite saute de machine là. Voilà, alors, je sais pas, tu peux peut-être... Oui, alors je pense que pendant que tu tapes le mot de passe, ce qui est important, voilà, nous sommes donc revenus finalement sur cette superbe partie de Kalifman, et en plus ça marche, donc ça c'est bien. Donc Kalifman contre Judith Polgar. À noter, Stéphane, que Kalifman est très très chaud. C'est un tournoi qui s'est joué à Essent en Hollande. Ouais. Et Kalifman a fait le score absolument incroyable de 5,5 sur 6, faisant une performance à plus de 3000 points. Oui, et donc ça veut dire, donc on a bien fait je pense de voir Kalifman. C'est quand même le champion du monde en titre. Même s'il a surpris l'année dernière, eh bien, il sera sûrement très dangereux encore cette année. Il a été assez bon finalement dans les invitations qu'il a fait cette année dans les tournois. Semble-t-il, ça a encore élevé son niveau de jeu. Et en ce dernier tour de l'année, il démontre qu'il est encore très fort et qu'il faudra compter avec lui. Oui, tout à fait. Alors, il avait un style extrêmement pur, il allait jusqu'au bout dans ses parties, jusqu'au bout de ses plans et de ses idées. Et là, c'est ce qu'on va voir, une partie qu'on peut qualifier de partie modèle, Stéphane, contre Judith Polgar. Voilà. Alors, allons-y, on va voir l'échiquier. Voilà. Donc, Kalifman joue D4, cavalier F6, C4, E6. Donc là, évidemment, c'est une proposition de Nimzowitsch. Si les blancs jouent cavalier C3, les noirs peuvent jouer fou B4 et clouer le cavalier. Kalifman décline gentiment cette proposition en jouant cavalier F3,
qui est un coup plus positionnel, a priori plus tranquille. Un coup d'attente presque, pour savoir ce qu'on va faire les noirs. Non, alors non Stéphane, non. Effectivement, dans les ouvertures, il faut sortir ses pièces au plus vite. Là, c'est ce qu'on fait, c'est un coup de développement. Le plan, c'est de jouer soit E2, E3, suivi de sortir le fou et petit roc, soit G2, G3, sortir le fou et petit roc. Bref, on veut roquer rapidement dans cette partie. C5, alors ça, c'est un coup violent. Ouais, violent un peu dans le style de Judith. Judith, elle aime bien tout ce qui est compliqué, les parties bien compliquées, bien tactiques. Donc elle met le feu à l'échiquier tout de suite, elle contre-attaque au centre. Voilà. Classique. C'est une contre-attaque au centre. La menace immédiate des noirs, c'est simplement de jouer C5 prend pion D4. Et on rentre dans presque une sicilienne, non, après? Alors ça dépend de ce que jouent les blancs, mais pas tout à fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc la menace, c'est de jouer pion prend D4, tout simplement échanger le pion C contre le pion D des blancs. Ça c'est important, pourquoi? Parce qu'après on se retrouve avec 2 pions contre 1 au centre. Il y en aura 2 ici et les blancs n'en auront plus qu'un. Ouais. Donc ça c'est un avantage sur le long terme, d'autant plus que les noirs sortent leurs pièces très facilement après avec KC6, le fou qui sort et petit roc. Donc ça c'est très positionnel, évidemment. Les blancs, eux, jouent D4, D5, évitent de donner le centre tout de suite, ça c'est très normal. Et là on arrive dans une sorte de... comment s'appelle ce... C'est pas de Benoni ou... C'est une Benoni, voilà. Le mot m'était sorti de la tête. Moi, je connais pas bien ce type d'ouverture, mais ça ressemble effectivement à une Benoni. Alors D5. Alors D6. D6, on empêche les blancs de jouer D6 eux-mêmes, c'est ça? Non, alors les blancs ne peuvent pas jouer D6 en règle générale, on ne peut pas conserver le pion là-bas. Alors pourquoi on joue ça? Parce qu'il va falloir le jouer, tout simplement. C'est un coup qu'on va être amené à jouer, ça contrôle la case O5. Ouais, mais ça aussi, on ne pouvait pas jouer fou O7, puisque oui, là, effectivement, les blancs poussent leur pion, attaquant le fou, et on gagne un temps. Alors Stéphane, on va passer encore deux coups histoire de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans cette partie. Oui. Les blancs, ici, ont envie de jouer le pion E2 en E4. C'est sûr, pour pouvoir blinder justement cette case D5. Donc ils jouent KC3 dans un premier temps. Normal, développe le pièce. Voilà, et menace de jouer E4. Voilà. Les noirs prennent en D5, les blancs reprennent. Et ici, il y a un coup qui est assez intéressant, recommandé par la théorie, c'est le coup Dame E7. Pour justement éviter ce E2, E4. Pour éviter E2, E4, pourquoi pas? Dame E7, c'est possible, mais Judith Polgar joue G6. Là, on est vraiment dans la Benoni. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va mettre le fou en G7. Il va avoir une belle diagonale parce qu'il profite du fait que les pions noirs sont sur case noire, qui protègent déjà bien les cases noires au centre, et le fou va rajouter de la pression sur la diagonale. Tout à fait. Alors, les plans sont très simples. De toute façon, la position se développe naturellement ici. Les blancs prennent le centre, ils jouent E2, E4, fou G7. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, les noirs, tout simplement, ils veulent jouer avec leurs pions qui sont là. Ouais. Les pions A7 et B7, ils veulent les avancer. C'est-à-dire, quand on a dit A, il faut dire B. Pousser un pion en B4, c'est une bonne opération pour les noirs, puisque ça rallonge encore l'efficacité du fou G7. Les blancs, eux, ils ont un plan, c'est de jouer E4, 5, faire valoir leur majorité centrale, puisqu'ils ont 2 pions contre un seul. Donc voilà les plans de cette position. Et honnêtement, j'ai un gros problème, Stéphane, puisque chaque fois qu'avec les blancs, je suis confronté à cette Benoni, eh bien, je ne sais plus quoi faire. Donc, je ne suis pas un expert en Benoni. Ouais. Mais ici, Kalifman joue le coup 8, H3. Alors l'idée, c'est simple, on l'a déjà dit dans Diagonale. Là, je vous invite, c'est un principe général, donc je vous invite à bien y faire attention. Quand notre adversaire a fait un fianchetto, qu'il a mis ses pions comme ça avec le fou à l'intérieur, eh bien, le fou de l'autre côté, il faut absolument éviter qu'il ne l'échange. Donc c'est l'idée de ce coup H3. C'est pour empêcher que le fou vienne en G4 s'échanger, Stéphane, contre le cavalier F3. Oui. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que là on voit justement que le fou, les cases où il avait envie d'aller, c'est les cases vertes, là où il y a les pions noirs, il ne pourra donc pas y aller, donc ce fou va être une charge pour le développement des noirs. Ils ne savent pas où le mettre. Voilà pourquoi ce petit coup H2, H3, qui est très important et qui doit être joué le plus vite possible. Les noirs jouent petit roc. Oui. Fou sur la case D3. Donc normal, développement. On tient le pion E4, on le renforce. A7, A6. Donc là, visiblement, les noirs peuvent menacer de jouer B7, B5 avec une expansion en l'aile dame. Tout à fait, B5 suivi éventuellement soit de C4, soit de B4. Ça serait très souple. Il ne faut pas donner aux noirs cette chance. Donc on joue à 2 A4. Maintenant, B5, c'est hors de question. Voilà. Et là, Judith Polgar fait une nouveauté. C'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté, Dame C7. Oh, ça a déjà dû être joué quand même. Non, alors j'ai vérifié dans la base. J'ai pas trouvé de partie avec ce coup, Dame C7, qui est, Stéphane, très très curieux. Ouais, très curieux, mais je crois que je lui dis, il y a beaucoup de joueurs qui disent que des fois, elle joue des coups curieux. Oui. Notamment Peter Leco qui nous avait dit ça. Il ne comprenait pas toujours les coups de Judith. Elle a des idées bien à elle, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est un coup, effectivement, on n'en comprend pas très bien le sens. Ça retranspose ensuite dans quelque chose de connu. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir développer ce KB8 en D7 sans affaiblir le pion D6. C'est-à-dire qu'on remarque, si on se met dans la position précédente,
Si on voulait sortir le cavalier en D7, eh bien le pion D6 se retrouverait sans défense. Mais pas attaqué pour Même l'instant. s'il n'est pas attaqué, Ouais. eh bien Judith décide de jouer Dame C7. C'est pas grave puisque ça revient dans quelque chose d'assez connu. Après petit roc, Quai BD7. Maintenant, cavalier D7. Tour E1. Tour 1. Les blancs restent dans leur plan. Ça paraît assez logique. Donc Ils les veulent blancs toujours peuvent, préparer la poussée au 4 voilà, 5. ils veulent tôt ou tard pousser E5 avec un échange du pion noir et on aura un pion passé pour les blancs. Voilà, eh bien c'est le thème de cette partie, Stéphane, c'est le fameux pion D passé. Très important. Tour 8 joué par les noirs. Là, on est dans une position assez classique. À noter, Stéphane, que les blancs ont une faute positionnelle à ne pas jouer dans cette position, c'est le coup A5. Oui. Alors, il y en a beaucoup qui se disent je peux jouer A5, donc c'est bien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une fois que je l'ai joué, si on fait B5, On peut prendre en B6 je en prends en passant. passant, Ouais. et la structure noire se retrouve affaiblie. Puisqu'on Ouais, imagine, ouais. sans ces deux pions-là, Ouais. eh bien, on voit qu'il y a deux pions, le pion A6 qui est isolé, tout Alors, faible. ouais, alors pourquoi c'est pas bien? Et alors, en fait, positionnellement, c'est pas bien. Simplement, on peut regarder, on va envisager cette possibilité. Ouais, Si les blancs jouent A5, il y aurait B5, quand même. quand même. Et après, pion prend. Et là, on reprendrait soit de la dame, soit du cavalier. En fait, ça n'a pas une grosse importance. Je pense préférence pour la dame. Oui. Et maintenant, on voit que les noirs ont ouvert la colonne B. Donc ils ont une colonne en Vont échange. attaquer le pion B2. Ouais. C'est-à-dire que le pion B2 se retrouve quasiment aussi faible que le pion A6, voire même plus faible. Voilà, tout à fait. Et en plus, ils vont mettre la tour sur la case B8. Ouais. Donc, ils vont réussir finalement à activer toutes leurs pièces très facilement. Donc ça, ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas jouer à 5 parce que pour l'instant, B5 n'est pas une menace. Et même si on affaiblit la structure, si on affaiblit le pion A6, eh bien, ce n'est pas important du tout. L'activité des pièces noires sera trop forte. Donc c'est à éviter absolument. Ne jouez pas à 5 dans ce genre de position. Voilà. Fou F4. Bien Donc joué. fou de la part F4 de pas mal, donc ça met la pression sur D6, ça justifie le coup de Judith Dame C7, Oui. qui protège ce pion. Et bon, par contre, ça rajoute de la pression sur la case E5, avec E4-5 qui devient de plus en plus probable. Judith joue tour B8. Alors cette fois-ci, ça semble pouvoir menacer B5. Mhm. Enfin, c'est pas encore trop grave. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Fou C4. Ça, c'est plutôt bien joué de la part de Kalifman. C'est bizarre quand même, parce que Non, j'ai l'impression que ça n'empêche pas les noirs de. Ah, mais si, on ne peut pas jouer B5 toujours. Non, B5, c'est en prise, il s'est défendu 3 fois pour l'instant, Ouais. alors que les noirs ne le contrôlent que 2 fois. Donc ça, c'est pas possible. Quelle est l'idée de ce coup fou C4 si on regarde cette position? Le fou est en D3, mais on ne voulait pas le mettre en D3, Stéphane, parce que on l'a mis là juste pour défendre le pion 4, c'était temporaire. Donc maintenant que le pion 4 est défendu, Voilà, on va le par mettre la sur une tour. case plus forte. Voilà, en C4, il est très fort. Il est fort, pourquoi? Parce que. Alors là, Stéphane, l'explication est très simple. Quand on joue E5, Ouais. eh bien, le fou C4 se retrouve braqué vers le roi. Il y a des perspectives de jouer D6, il y a la dame derrière qui vient soutenir le pion. Ouais. Bref, ça commence à faire énormément de facteurs en faveur du fou en C4. Donc il peut se réveiller, quoi. C'est un potentiel de réveil. Voilà. Le pion D5 qui bouge, pardon. Pour l'instant, ce fou est amené plus tard à devenir mobile, une fois qu'on aura joué le 4-5. Et en plus, donc, on a dégagé cette colonne D. Ça, c'est important dans tout un tas de variantes. Ici, cavalier B6, coup surprenant de la part de Judith. Oui, parce que alors là, le cavalier, on a l'impression qu'il est quand même mal placé, là, parce qu'il est devant le pion B. Donc là, le coup tour B8 semble, du coup, ne plus avoir d'intérêt. Et il est... et puis on voit pas où il peut aller. Alors, effectivement, où il c'est pas peut en aller. harmonie avec le plan. Quand on a joué tour B8, on n'a pas du tout envie de jouer cavalier B6 après. Mais que pouvait faire Judith Polgár dans cette position? Peut-être pas grand-chose. Voilà, dans cette position-là. À part cavalier B6, on ne sait pas trop comment faire. Il y a un plan normalement qui consiste à jouer éventuellement cavalier H5, suivi de cavalier E5. Elle a dû l'envisager. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas joué. Elle a préféré cavalier B6, qui n'est pas un coup positionnel. Sur quoi, évidemment, Kalifman revient en F1. Ouais, Pas non. de problème, Ouais. tu t'es désorganisé, ben, moi j'ai pas de problème. Donc le fou est pas mal en F1 et ça laisse le noir avec un cavalier B6 qui sert pas à grand chose. Ouais. Mais si Judith revenait, peut-être, vous pouvez revenir, non? Si Judith revenait, je pense pas que Kalifman serait revenu. Ouais. Il aurait probablement pu améliorer ses pièces, il a encore des coups. Kalifman, aurait il peut pu. jouer tour C1, qui est un C'est coup Dame intéressant. D2 peut-être. Dame D2 pour aller échanger les fous avec fou H6, Peut-être. c'est une possibilité. Mm. Mais Judith avait un plan quand même, elle joue cavalier FD7. Voilà. L'idée, pourquoi eh bien, avoir changé les cavaliers de place, puisqu'avant on peut considérer que le cavalier B6 était sur la case F6, eh bien simplement ça a dégagé le fou G7. Ouais, ce fou est dégagé. La case E5 est très bien contrôlée, Voilà. ça c'est important. Ouais, donc les noirs contrôlent bien cette case 5. Peut-être les noirs ont aussi un plan de jouer C5, C4, c'est possible ça?
C'est 5 C4, C4 pour mettre un cavalier sur la case C5, peut-être. Ça s'envisage. À noter, Stéphane, que dans cette position, Judith joue avec le feu, puisque Kalifman, quand il veut, peut jouer A4, A5, qui forcera le cavalier B6 à aller sur la case A8. Oui, il ne serait pas du tout actif. Mais les noirs pourraient quand même se libérer. Mais il ressortirait très très vite, effectivement. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Je pense que le plan noir dans cette position, c'est d'échanger des pions au plus vite, échanger des pièces, pour pouvoir un peu sortir de cet étau. Respirer un peu, quoi. Voilà. Ici, Kalifman joue 16, tour C1. A noter, ce fou C8 des noirs, qui n'a pas de case, ce fou C8, toutes les cases blanches sont contrôlées par les pions. Alors il n'y aurait que la case D7, mais pour l'instant elle est indispensable pour les noirs, puisque les cavaliers transitent par cette case. Cavalier en E5, ça y est, c'est l'heure d'échanger des pièces, aussi vite que possible. Et là, Kalifman trouve une superbe transformation, assez inattendue, je dois dire, je ne pense pas que ça soit typique, mais enfin, cette position-là est complexe. Il joue cavalier prend cavalier, fou prend, quasiment forcé. Et il prend encore. Et il prend encore, curieux, c'est curieux. Et là, Judith, si elle avait pris de la tour, si elle prend de la tour, probablement les blancs jouent le coup F2, F4. Voilà, c'est ça. Alors c'est le gros problème. Judith a pris du pion. On va envisager ce qui se serait passé sur tour prend. Eh bien, il y aurait le coup F2, F4, effectivement, Stéphane. Et après, tour E8. Tour E8. Et là, je crois que c'est l'heure de E5. Peut-être. E5, l'idée, alors, c'est que le cavalier C3, il arrive en E4. Voilà. Ensuite, il menace de s'introduire en F6. Parce que là, les cases noires sont très faibles. Il vient attaquer le pion D6. Ouais, c'est terrible. C'est très dur, donc on est plus ou moins virtuellement obligé de prendre. Voilà. Et là, pour le moment, plusieurs possibilités. D5, D6 a l'air fort. D6 qui est pas mal. Qui a l'air fort. Suivi de simplement la reprise en E5. Et on voit que la case F6 ne pourra plus être défendue après cavalier E4. C'est la catastrophe. Toutes les pièces de Kalifman sont bien placées. La tour C1 va se réveiller. Ouais, le pion C5 devient faible aussi. Bon, c'est la tour E1 défend. C'est terrible. Bref, une catastrophe. Donc ici, après fou prend 5, Judith Polgar est obligée de reprendre du pion. Et là, pion passé pour les blancs. Pion passé, protégé, Stéphane. C'est encore plus grave. Ouais, il est protégé par le pion E4. Et il n'est pas bloqué. C'est-à-dire que là, il y a un autre problème. Donc pion prend 5, c'est à Kalifman de jouer. Il joue un coup subtil. Très subtil, le coup dame D2. Tranquille. Fait une menace. Alors ça se voit pas. Ça se voit pas tout de suite. Ça se voit pas tout de suite, la menace qui est créée par ce coup dame D2. Non, je le vois pas là. Alors on peut se. Oui. Non, effectivement, on peut se demander pourquoi Judith n'a pas joué le coup dame D6. Ouais, par exemple. Dame D6 qui semble pas mal dans la mesure où ça bloque le pion. C'est embêtant de bloquer le pion avec une dame. Là, il y a une combinaison, Stéphane. Il y a le coup A4, A5. Chasse le cavalier. Le cavalier vient vraisemblablement sur la case D7. Ouais. Et maintenant, après cavalier A4, il n'y a plus de coups pour les noirs. Oui, les noirs sont quasiment vissés. Tout simplement, plus de coups dans cette position. On ne peut plus rien faire. Si on essaie de jouer B5, la réaction qu'on espère jouer, il y a pion prend. Pion prend, et si cavalier prend, on perd le pion C5. Voilà. Si on prend de la tour, évidemment, on perd une qualité. Il faut prendre du cavalier. Il faut prendre du cavalier. Et là, cavalier prend pion C5, c'est terminé, tout simplement. Gagne un pion avec toujours une position très forte. Donc, Vérande sympathique, par ce coup simple, dame D2 dans cette position, on vous remontre. Il a joué dame D2. Il crée la menace A5, puis cavalier A4. Et oui, parce que la dame D2 protégerait A5. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la pointe. La dame protège la case A5. C'est-à-dire que même si Kalifman ne joue pas dame D6, mais un autre coup, cette menace est quand même d'actualité. Par exemple, sur fou D7. On peut se dire fou D7, suite cavalier C8, cavalier D6. Mais A5 gagne le pion C5. Tout à fait. Donc dame D2, coup subtil. Non, parce que sur fou D7, on ne peut pas jouer cavalier A4 très loin. Oui, effectivement. Alors, il faudra que je reconsidère la question. Mais peut-être sur fou D7, il y a d'autres variantes, peut-être à base de D6, peut-être. Non ? Là, je ne sais pas. C'est probablement ça. Là, parce que sur fou D7, D6, on peut jouer le cavalier D5, ensuite peut-être après A5, je ne sais pas, des choses comme ça. À voir. En tout cas, la menace, c'est A5 et cavalier A4. Maintenant, fou D7 n'a pas été joué. Elle a joué cavalier D7, Judith. Mais là, Kalifman, vraiment, il a très très bien joué cette partie. Il joue D5, D6. C'est l'heure. Maintenant, les noirs menacés de bloquer le pion. Il ne faut pas les laisser bloquer. Dame A5, c'est logique. Ça cloue le cavalier C3. Si le cavalier bouge, évidemment. Parce que ça empêche qu'il vienne en D5. La dame est perdue. C'est important. Oui, tout à fait. Puisque, effectivement, la dame serait perdue. Alors, tour D1. Tour D1, il augmente la pression sur le pion D. Il supporte le pion D. Maintenant, la dame n'est plus en prise. On peut peut-être aussi jouer le cavalier. Le cavalier peut bouger. Alors, il y a une chose que fait Kalifman extrêmement bien. Vous avez pu le voir dans tous les coups qu'il a joués. Chaque fois qu'il y a une pièce qui n'est pas en jeu, il la remet dans l'action. C'est ce qu'il vient de faire avec ce coup tour E1 en D1. La tour n'avait plus rien à faire sur la colonne E, et il l'a remet sur la colonne D. Voilà. Très bien joué. Roi G7, ça c'est logique, on avait très peur des invasions du cavalier qui venaient. Là il n'y a plus d'échecs. Il n'y a plus d'échecs. Maintenant, autre grand principe, Kalifman a envie de mettre son cavalier sur la case D5. Pour l'instant, il ne peut pas.
Il pourrait, mais il y aura un échange de dames. Il y a le pion A4 en prise et il y a l'échange de dames. Oui. Donc ça fait 2 bonnes raisons qui l'empêchent de jouer cavalier D5. Donc il joue d'abord dame E3, il se décloue, parce qu'il n'a pas envie d'échanger les dames. Pourquoi? Le roi de Judith est plus faible que le sien. On voit que le roi blanc est très bien défendu. Alors que le roi noir l'est beaucoup moins. Les cases noires sont faibles. Effectivement, grand principe. Quand le roi de votre adversaire est faible, eh bien n'échangez pas les dames. C'est très simple, c'est très clair. B6. Maintenant, alors toujours pareil, sur cavalier D5, Judith trouverait du contre-jeu en prenant le pion A4. Donc B3. B3 protège le pion A4, tranquille. Il joue des coups simples là, Kalifman, c'est facile à comprendre. Oui, il joue des coups très simples. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a un énorme avantage. C'est ce pion D6. Ce pion D6 qui n'est pas attaqué, qui est très très énervant pour les noirs. Ouais, puis on voit pas comment les noirs peuvent le prendre, parce qu'il est sur case noire, donc le fou de case blanche ne peut pas l'attaquer. Le cavalier doit rester où il est pour le bloquer. Reste que les tours et la dame, mais on voit pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de colonne pour l'attaquer. Kalifman est en train de remettre ses pièces en jeu et il a un objectif très simple. Ça, c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire que le pion D6 va jouer le rôle d'une diversion. Ça, c'est bien vu. Fou B7. Fou B7. Fou C4. Donc là, il réactive son fou. Voilà, tout à son fait. fou qui jouait pas. Il reste maintenant peut-être la tour C1 qui là, a l'air de pas trop jouer. Là. Oui, alors, mais la tour C1, Stéphane peut toujours travailler dans la mesure où le plan des noirs, c'est quand même de jouer B5. Et dans ce cas-là. C'est le seul plan, puisqu'ils ont 3 pions contre 2. Ouais. Donc ils ont envie d'avancer celui-là, de le mettre en B5. C'est logique. Et là, la tour C1 se réveillera et sera un très bon défenseur. Ouais. Fou C6, joué par Judith. Normal. Et maintenant, fou D5. Bien joué aussi. Oui, parce qu'en fait, le fou noir, à la limite, est plus actif que le fou blanc. Oui, et il y a aussi un autre facteur, c'est qu'il a envie de mettre son cavalier en D5. Il a envie de mettre son cavalier en D5. Et il ne veut pas qu'on l'échange, son cavalier. Donc là, il échange les fous de case blanche et après, il va aller en D5 tout seul. Son cavalier sera beaucoup plus fort que son homologue noir. Tour BC8, pointe. Pourquoi? Eh bien, si on joue fou prend fou, ce qui est possible, voilà. Après tour prend, ce qui aurait été dans l'idée, tour prend. Et le cavalier D5 n'est pas possible puisqu'on perdrait le pion D6. Cavalier D5, problème, effectivement, il y a tour prend D6. Tout simplement. Et ça, c'est pas acceptable du tout. Il ne veut pas, Alexander Kalifman. Donc dans cette position, pas de fou prend C6. Voilà. Pour l'instant, c'est une première chose. Donc là, par contre, Kalifman décide de passer aux choses sérieuses. Là, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il décide ça, Stéphane? Parce que toutes ces pièces sont bien placées. Il ne peut pas les améliorer. Donc là, il est à la recherche de quelque chose. Voilà, et il se dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je constate que la dame A5 de Judith est mal placée. Elle n'est pas trop dans l'action. Elle est vraiment clairement marquée à gauche de l'échiquier. Ouais, et donc, elle ne protège plus du tout le roi. Donc, c'est l'heure. Je joue F4, mettant le feu à l'échiquier. C'est vrai, puisqu'il affaiblit lui-même son propre roi. Mais c'est pas grave, il n'a pas peur. Voilà, il veut faire sauter les cases noires du côté noir. Il veut allumer le roi. Donc là, Judith réagit aussi. Ça, c'est normal. Oui, on reviendra à la partie. Voilà, c'est bon. B5. Pion prend B5. C'est effectivement une réaction très logique. Très logique, classique. Quand on est attaqué comme ça, une réaction, c'est toujours simple. Oui. Il faut pas se laisser. Pion prend B5, pion prend B5. Il ne faut pas se laisser déborder par le jeu des blancs, sinon on s'en sort pas. Et là, Kalifman joue pion prend E5. Pion prend E5. Alors à noter que sur cavalier prend, il y aurait sûrement une combinaison. Il y aurait sans doute une combinaison, Stéphane, à base du pion qui avance. Alors on va le montrer. Non, je crois qu'il y a dame prend C5 tout simplement. Alors on va regarder. Cavalier prend E5, c'est le coup qu'on a envie de jouer. Ouais. C'est le coup qu'on a envie de jouer. Et là, mais il y a fou prend C6 qui a l'air. Ou dame prend C5. Dame prend C5. Prend C6, c'est bien. Dame prend C5 gagne un pion. Je crois que dame prend C5, c'est le plus simple, Stéphane. Ça gagne un pion. Et en plus, pas n'importe lequel, puisque ce pion D6 est trop fort. Et ce pion était la base du contre-jeu des noirs. Donc les noirs ne peuvent pas le donner comme ça. Après pion prend E5, il faut qu'ils reprennent avec la tour. C'est ce qu'a fait Judith. Jamais très agréable d'amener une tour ici. Quand même. Non, ça c'est sûr. C'est pas la case. Parce qu'une tour, c'est fait pour activer de loin. Là, la tour est tout près du pion, alors que de loin, elle n'est pas plus mal. Donc en fait, c'est jamais bien de ramener une tour près d'un pion adverse. Disons que pour l'instant, la tour est exposée. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et en plus, elle contrôle plus les cases de promotion du pion. Elle est très mal placée, cette tour. Dame F4. Alors Dame F4, c'est pas mal. Ça peut menacer le pion F7 déjà. Ça le menace directement. Et en plus, c'est un œil sur la tour E5. Voilà, c'est un œil sur la tour E5. Le cavalier D7 ne peut plus bouger du tout. Déjà qu'il était un peu bloqué. Mais... Donc là, fou prendre D5. Et ça y est, il est temps. Fou prendre D5 normal, on évite dame prend F7 échec. Voilà, c'était le seul moyen de le parer. Cavalier prend. Ça y est, il est arrivé. Il est arrivé, le cavalier, et c'est chaud. Il est très très méchant. C'est chaud. Il est très très méchant. Il y a peut-être une menace maintenant des blancs, c'est de jouer le coup cavalier en F6. Surprenant. Mais l'idée, c'est que le cavalier D7 protège la tour E5.
C'est vrai, ce coup cavalier F6, effectivement, ressemble à une menace sérieuse. Parce que là, sur cavalier prend cavalier, évidemment, dame prend tour, gagne la qualité, et que jouent les noirs. Oui, que jouent les noirs, sachant qu'on menace cavalier prend cavalier. On menace cavalier prend cavalier. Avec toujours la tour en prise, donc il faut prévenir cette menace, Stéphane, il faut défendre le cavalier D7, et c'est pour ça. Et la case F6. Que Judith joue dame D8. Dame D8, pas mal, ça défend le cavalier et protège la case F6. Voilà. Et en fait, pas mal, mais je crois, Stéphane, qu'à partir de cette position, les noirs sont perdants. C'est possible, ouais, mais là. C'est-à-dire que là, Khalifman a joué tous les coups au mieux maintenant, et j'ai pas trouvé d'alternative pour Judith pour sauver cette partie. Ouais, mais là c'est dur. Hein. Là c'est dur, parce que là on voit que là, malheureusement, pour Judith, la tour E5 est mal placée. Oui. Hein, elle est en prise de la dame. Le pion C5 est attaqué. Le cavalier D5 est monstrueux, il peut sauter sur les cases E7 ou C7 avec désactivation totale de la défense. Oui, tout à fait. Donc c'est pas facile quoi, pour les noirs. En plus, Khalifman a joué vraiment les coups de massue systématiquement. Il commence par jouer cavalier E7. Pas mal. Attaque la tour C8. Et on voit que cette tour n'a pas beaucoup de cases. Si cette tour ne peut aller ni sur la case C7 ni sur la case C6, elle ne peut pas aller non plus sur la case B8. Puisque là, il y aurait cavalier en C6 avec une fourchette, attaquant à la fois la tour et la tour E5. Donc il reste qu'une case pour cette tour. Une seule case, mais Stéphane, il y a un problème aussi. Sur tour A8, il y a cavalier C6 quand même. Eh bien oui, mais c'est la partie. Elle n'a pas le choix, Judith. Tour A8, c'est obligé. À noter effectivement que si on perd une qualité dans cette position, la qualité c'est la tour contre le cavalier, eh bien c'est complètement perdant. Pourquoi ? Eh bien parce que les tours blanches seraient trop fortes, beaucoup plus fortes qu'un cavalier. C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque là, Khalifman joue K6 et quand même fourchette, puisque cette fois c'est la dame et D8 qui est attaquée et la tour E5. Il faut bouger la dame, évidemment, il ne faut pas laisser la dame en prise. Donc ici, il y a un moyen, donc là, entraînez-vous, vous avez le temps de trouver la solution pour les noirs. Les noirs ont un moyen de sauver la qualité. Alors, en général, il faut faire des contre-attaques. Il faut faire des contre-attaques, exactement, sachant qu'il y a deux pièces attaquées, c'est pas évident. Donc en fait, il faut prendre une pièce attaquée et l'envoyer attaquer quelque chose d'autre. Ouais. C'est le coup qui est joué ici, dame G5, voilà, attaque la dame. Pas mal. Et si la dame vient prendre la dame, eh bien la tour prendra. Voilà, la tour s'enlève de la prise du cavalier en reprenant, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc en fait, en deux coups, eh bien, Judith aurait réussi à évacuer ces deux pièces attaquées. Mais d'ailleurs, Khalifman prend quand même la dame. Voilà, alors Khalifman a tout calculé, malheureusement. Il est vraiment impitoyable. Et en jouant le coup dame prend dame, pourquoi c'est très fort ce coup ? Eh bien parce qu'après tour prend dame, on voit l'horreur, la tour G5, qui est vraiment extrêmement mal placée. Et oui, elle ne peut pas revenir en jeu. Alors elle ne peut plus revenir du tout. Là, toutes les cases sont contrôlées. Toutes les cases sont contrôlées par les blancs. Et gros problème maintenant, c'est ce pion D6. Comment faire pour avancer ce pion D6 ? Il faut. Khalifman a joué toute la partie pour le pion. Il faut donc maintenant réussir à attaquer ce cavalier D7 et à ce qu'il ne soit pas défendable. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il faut envahir la colonne ouverte, Stéphane. Tour à 1, très bien joué, encore une fois, de la part de Khalifman. Et là, c'est quasi terminé. Voilà, ça propose d'échanger la seule pièce noire active, puisqu'on a vu, on vient de voir la tour G5 qui est quasiment prise au piège en fait, pas du tout, on ne peut pas bouger. Il reste que la tour A8 qui menaçait de devenir active. Cette tour menaçait probablement de venir sur la case A2. Donc Khalifman échange cette pièce active, ou essaie de l'échanger. Alors est-ce que Judith peut s'opposer à cet échange ? Alors c'est la question. En l'état, dans la partie, elle a joué tour prend tour. Elle a joué tour prend tour, mais si Judith essaie de s'opposer à cet échange, jouant tour C8 pour contre-attaquer sur le cavalier. Alors tour C8, c'est une possibilité, on va la regarder. Moi je crois qu'il y a le coup tout simplement de tour A7. Alors il y a plusieurs coups qui font très très mal. Je crois qu'effectivement, cavalier E7, ça s'envisage pour contre-attaquer la tour, mais c'est pas indispensable. Mais tour A7 a l'air fort. C'est tour A7. Tour A7 a l'air fort. Dans la mesure où après, tour prend cavalier, qui a l'air presque forcé. On fait tour prend cavalier. Et on voit que le pion D6, on peut très difficilement l'arrêter. Mais on ne peut pas, tout simplement. La menace, par exemple, ça peut être tour prend F7. Voilà, imaginons le coup C5, C4, des noirs qui contre-attaquent. Essaieraient de trouver du jeu. Et je pense on ferait tour prend échec. Tour prend F7. Roi prend. D7. Alors les blancs ont donné une tour, mais c'est pas grave, puisque ce pion ne peut même pas être échangé par une tour noire. C'est-à-dire qu'au coup d'après, il va faire une dame, et c'est tout. Ça va gagner une dame nette. Il y aura une dame contre une tour. Une dame contre une tour, mais avec un roi aussi faible, Stéphane, c'est le facteur déterminant, ça sera gagnant très facilement. Oui, ça menace mat, quoi. Oui, alors Stéphane, peut-être micro. Ah, voilà. Voilà, le mot magique a été dit. Tour 1, et ici, il faut jouer pour les noirs, tour prend tour. Donc c'est la seule solution, sinon la tour blanche vient s'infiltrer et il n'y a plus de solution. Eh bien, tour prend tour. Oui. Ah oui, ça a l'air complexe. Non, c'est pas grave, alors vas-y. Les noirs peuvent tenir cette position.
Enfin non, les noirs justement ne peuvent plus tenir la position. Stéphane, c'est horrible. La menace des blancs, c'est tour à 1 en A7, qui attaquera donc le cavalier D7. Et ce cavalier ne pourra plus s'en sortir. Il n'aura plus de cases dans la mesure où s'il bouge, eh bien, le pion blanc en D6, eh bien, il va aller à dame. Donc le problème, Judith, contre ça, est obligée de trouver quelque chose qui n'existe pas. Elle est obligée de chercher du jeu alors qu'il n'y en a apparemment plus. Elle joue donc le coup C5, C4. Elle se bat quand même, Judith. Hein, donc tu dis que c'est foutu, c'est pas si foutu que ça. Non, alors quand je dis que c'est foutu, c'est une façon de parler. Ça veut dire que mathématiquement, il n'y a pas de bluff. Il n'y a pas de bluff. Kalifman, il a super bien joué. Ouais, mais là, on a l'impression que quand même les pions noirs peuvent aussi menacer d'aller à dame et créer du contre-jeu. Alors Stéphane, c'est ton fameux sens du dramatique, qui est de voir des chances alors qu'effectivement, il n'y en a objectivement plus. Ici, c'est 4. C'est pas simple. Non, mais c'est pas simple. On peut pas dire. Ouais, mais on peut pas dire comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de joueurs qui n'arriveraient pas à gagner cette position avec les blancs. Non, alors effectivement, on peut voir ça comme ça, mais quand c'est bien joué, quand c'est des très très forts joueurs, il faut relativiser le truc. Oui. Ils jouent les meilleurs coups. Oui, mais il faut expliquer quand même ce qui se passe. Alors effectivement, si vous jouez ça en famille contre votre papa ou contre votre femme, eh bien, effectivement, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous pouvez encore vous en sortir. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si vous jouez contre Vladimir Kramnik, contre Garry Kasparov, contre Anand ou même contre Kalifman, eh bien là, n'ayez plus d'espoir. Quand c'est gagnant, vous allez perdre. Voilà, alors là... Pion prend C4. On élimine, pion prend C4. Ouais. Et maintenant, c'est l'heure, tour A7. Tour A7 quand même, hein, tout de suite. Alors là, ça menace... Ça menace de prendre le cavalier D7. Ça menace de prendre le cavalier D5. Si le cavalier bouge, par exemple, le cavalier vient en F6, eh bien, on pousse le pion. On pousse le pion, menace en dame. Est-ce que les noirs pourraient pas jouer le coup tour C5 maintenant? Alors, tour C5, ça s'envisage, Stéphane, mais ça perd tout de suite. Avec l'idée, tour C5. On va le regarder, c'est joli. Voilà, ça attaque le cavalier C6 en contre-attaque, et ça protège le pion C qui menace d'aller à dame. Tout à fait. Donc là, ici, dans cette position, on joue cavalier D4. Ouais. En fait, ça perd pas tout de suite, je veux dire, ça remet les mêmes paramètres en cours. On n'a pas de case pour le cavalier D. Enfin, si on le bouge, le pion avance. Ouais. Si on ne le bouge pas, il est perdu. Ouais. Donc ça, c'est quand même problématique. C'est problématique. Et il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de bluff. Donc là, en fait, tour C5 est un coup qui n'apporte rien. Il faut être précis. Non, il faut être très très précis. Non, c'est clair. Il faut, dans cette position, les noirs peuvent trouver des ressources. Il faut bien garder son calme. Le facteur déterminant est que le pion D des blancs est beaucoup plus avancé que le pion C des noirs. Oui. Et que les pièces blanches sont aussi plus actives. Les blancs, en fait, ont un énorme avantage dans le temps. Effectivement, si cette position était jouée à tempo égal, c'est-à-dire si on donnait une force équivalente aux pièces au niveau du placement, si les pièces étaient actives. Si on avance le pion noir ne serait-ce que d'une case, ça change des choses. Ouais, ça change tout, c'est les noirs qui gagnent. C'est les noirs qui gagnent. Mais là, effectivement, c'est pas le cas. D'ailleurs, les noirs poussent le pion. Ouais. C3. Alors là, il y a un piège. Si la tour vient prendre le cavalier, C2. le pion noir avance et on l'a plus. Et on ne peut plus l'arrêter. Il va aller à dame. Il va aller à dame, et les blancs ne peuvent plus arrêter le pion. Voilà. Heureusement, on ne lui fait pas Kalifman. Il joue cavalier D4. Voilà. Ça bloque le pion. Ça bloque le pion. Et ça attaque toujours le cavalier D7. Et ça bloque le pion en C2 et ça continue à pilonner ce cavalier en D7. Judith ne sait plus quoi faire, elle joue tour C5. Pas mal. Très logique. Oui. C'est-à-dire que si la tour vient prendre le cavalier, on pousse notre pion, prise obligatoire, la tour viendra reprendre, et il y aura une finale de tour avec un pion de plus qui est peut-être nulle, peut-être gagnante, mais en tout cas les finales de tour, Stéphane, c'est très piégeur. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'en général, quand on croit gagner, c'est pas évident. Il y a toujours des contre-chances et des choses. Il aurait dû jouer ça. Non, alors justement, Kalifman n'a pas joué tour prend cavalier. Voilà. Il a bien joué, il a joué cavalier C2, bloquant le pion. Voilà. Et alors c'est superbe parce que ça fait 5 coups qu'il attaque le cavalier, 5 coups qu'il ne le prend pas. Et maintenant, il est vraiment attaqué. Ah, là, il est vraiment attaqué. Voilà. Là, il faut vraiment bouger le cavalier. Tour B5, joué par Judith, qui ne sait vraiment plus quoi faire. Elle veut contre-attaquer sur le cavalier blanc. Voilà, elle a raison. Elle veut passer par ici, tour B2. Elle donne son cavalier. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Elle a raison. Tour prend cavalier. Tour B2. Tour B2. Là, on peut encore y croire. Puisque, effectivement, si les blancs bougent la tour, par exemple en A7, on vient prendre le cavalier et au coup d'après, on se place derrière le pion. Et on l'arrête. Et puis, on a un propre pion qui menace aussi d'avancer. Voilà. Cavalier E3, joué par Kalifman. Alors là, si les noirs jouent C3, C2, tout simplement, le coup tour C7 arrête le pion, définitivement. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, Stéphane. Non, c'est pas clair. Non, en fait, c'est très clair, mais c'est un peu comme dans la partie. C'est-à-dire qu'ici,
On arrête le pion, il y a tour B1 échec. Ah, il y aurait quand même tour B1 échec. On joue roi n'importe où. Roi H2, disons. Roi H2. Dame. Dame. Ah. Et oui. Et oui. Mais on ferait tour prend dame quand même. Tour prend dame. Et après tour prend tour, il y aurait D7. Voilà. D7, menace de fer dame. On voit que tour C8 n'est pas possible puisque la tour serait en prise par le pion. Seule possibilité, c'est de mettre la tour derrière le pion, mais le cavalier vient la prendre. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc là, c'est très joli, c'est digne de ce qu'on appelle une étude, hein. C'est une belle fin de partie. On est en infériorité matérielle, mais le pion D7 tout seul va aller à dame. Il est fort ce Kalifman alors. Il est très fort. Hein. Il est très fort. Donc sur tour B2, il joue cavalier E3. Voilà. Sur C2, on a vu ce qui allait suivre. Ouais. En revanche, Judith a joué tour E2, encore de la ressource. De la ressource et du harcèlement. Et du harcèlement. Elle veut prendre le cavalier. Tant que le cavalier bouge, voilà. Passer derrière le pion après et avancer elle-même son pion. Mais là, Kalifman a joué le coup terminal. Cavalier D5. Alors l'avantage, c'est que le cavalier est centralisé. Surtout, ce cavalier empêche maintenant définitivement la tour noire de contrôler la colonne D. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la variante explicative de cette position. La dernière ressource des noirs, c'est d'avancer leur pion. Oui, et puis surtout qu'il est attaqué. Il est attaqué. Les blancs viennent ici. Tour C2. Tour E1 échec. On veut continuer à avancer le pion. Roi H2 encore. Le pion vient à dame. Oui, ça a l'air d'être les meilleurs coups. C'est à peu près la même variante. Tour prend. Tour prend. Et D7. Et D7. C'est fini. Et là, c'est plus pareil. Le cavalier n'est pas en E3 pour contrôler la case D1, mais il est en D5. Donc en fait, tour D1 n'arrête plus le pion. Il y aura quand même dame. Le cavalier s'est interposé. Pas mal, hein. Donc ça, c'est terminé. Alors, on va quand même revoir. Ça se joue à un temps près, quand même. Oui, ça se joue à rien. C'est justement pour ça que j'aimerais bien qu'on revoie tranquillement tout ce qui s'est passé. Après ce coup, en fait, le début de la combinaison, c'est ici. Dame D8. Dame D8. Vient d'être joué. On va regarder rapidement, juste pour que vous ayez une vision plus globale, plus d'ensemble. C'est super chaud. Hein. Cavalier E7. Ouais. Attaque la tour. La tour doit bouger. Elle vient en A8. Cavalier en C6. Fourchette. Oblige les noirs à jouer Dame G5. Dame G5 est forcée. Il a tout vu, Kalifman. Les blancs prennent. Ouais. Tour prend. Ils ont mis la tour en G5 blanche, la noire que vous voyez en rouge ici, qui est très mal placée. Elle est hors jeu. Maintenant, on repasse de l'autre côté. Tour 1. Bien vu. Il faut encore échanger les tours. Tour prend. Ouais. On menace d'entrer sur la case A7. Ouais. Les noirs sont obligés d'avancer leur pion, chercher du contre-jeu. Pion prend pion, pion prend pion. Tour A7. Et ça y est, la fameuse tour qui attaque le cavalier. Et maintenant, Judith se débat avec C3. Elle aurait dû jouer tour C5, Judith. C'était pareil. C'est ça transpose. Puisqu'après cavalier D4, elle joue tour C5 maintenant. Ouais, c'est pareil. Cavalier C2. Donc là, vous voyez, le cavalier est toujours en prise, mais jamais pris. Très important. Tour B5. Tour prend cavalier, c'est l'heure. Tour B2, et maintenant, c'est les petites variantes tactiques. Cavalier E3. Voilà. Et le pion C2, eh bien, il n'arrive nulle part. Dans les deux variantes, on a vu C2 qui se heurte à tour C7. On va le revoir. Ouais. Sur C2, tour C7. Attaque le pion. Le pion peut aller à dame quand même, c'est-à-dire on joue un échec d'abord. Oui, il n'y a pas le choix, sinon on perd le pion. Roi H2. Dame. Tour prend dame. Tour prend tour. Et D7, la petite fin, avec la tour noire qui est impuissante à stopper ce pion. C'est beau ça. Hein. Ça, c'est superbe. Et autre possibilité, ce qu'a joué Judith. Tour E2, j'attaque le cavalier d'abord. Mais cette fois-ci, le cavalier se met sur la case D5, ici. C'est l'heure d'avancer. Tour C7, on passe derrière. Tour E1, échec. Roi H2, variation sur un même thème. C1, dame. Tour prend, et D7. D7, et la tour ne peut plus arrêter le pion. Il y aura dame au prochain coup. Comme d'habitude. Et les blancs gagnent facilement. Le pion est là pour contrôler ce qu'il faut. Et c'est terminé. Kalifman remporte cette partie. Alors voilà qui démontre que le champion du monde en titre, FIDE, est en forme. Que donc il n'a pas perdu son titre encore. Et que pour le battre, il va falloir quand même être assez bon. Oui, alors effectivement, il va falloir être assez bon. C'est clair. 5,5 sur 6, c'est un score très très impressionnant. Et ce qu'il faut voir surtout, Stéphane, c'est la créativité des parties de Kalifman. Très très impressionnant. Il est très bien entraîné, il a l'air très motivé. Et il a un style vraiment, c'est du cristal. Mais il faut dire aussi qu'avec ce qu'il a gagné en prix à Las Vegas, il a dû avoir le temps maintenant de s'équiper en ordinateur, de se faire entraîner, etc. Non ? Alors je pense que le problème principal de Kalifman, c'était pas d'avoir un ordinateur ou de pas en avoir. C'était simplement, alors on va encore faire un cliché, mais c'était d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer. Parce que ça, c'était son gros souci, Alexander Kalifman. Là, apparemment, il est revenu dans une hygiène de vie beaucoup plus saine. Et donc, il s'en sort très très bien. 5,5 sur 6, c'est un très bon départ. Alors on peut craindre qu'il se soit essoufflé. Espérons pour lui en tout cas que c'était juste un échauffement. Oui, espérons que c'était effectivement un simple échauffement. Je pense que
Ça va être chaud, ça va être très chaud. Il rentre au deuxième tour, Khalifman. Il arrive au deuxième tour. Il arrive au deuxième tour tranquille. Donc bon, on ne l'aura pas lundi. Mercredi, pardon. Alors donc mercredi, résultat de ce premier tour avec Jean-Claude Demoin. Donc rendez-vous tout le mois de décembre. Il n'y a pas de diagonale le vendredi puisqu'on va en faire tous les 3 jours. Suivi de ce championnat du monde, des invités de folie, Fraissinet, René, Santo-Roman, Fontaine, Bergès, Auchard. Et Jean-Claude Demoin, c'est pas mal. Ça va être bien. Beau palmarès. En tout cas, alors Stéphane, quand même, un petit pronostic. Alors pronostic, non c'est chaud. Moi mon favori, mon favori de cœur, c'est Joël Lautier. Je pense qu'il est très bien préparé parce qu'il a quand même secondé Kramnik lors de son championnat du monde. Je pense qu'il va sortir des parties de folie. Et en deuxième, je mettrai Peter Leko, parce qu'on aime bien en diagonale, qu'on a vu plein de fois, qu'on est allé le voir à Budapest, etc. Il est venu jouer à Bordeaux, donc Peter Leko en deuxième. Et j'espère que les Français vont faire un bon score. Donc Lautier pour le côté patriotique et puis Peter Leko. D'accord, en tout cas c'est très intéressant, ça va être très intéressant à suivre dans la mesure où dès le premier tour, tes espoirs peuvent s'envoler. Oui. C'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque tour, les têtes tombent. Voilà. Et oui, effectivement, c'est la magie du truc, il y a beaucoup d'éliminés à chaque fois, c'est donc très intéressant. Donc on vous invite évidemment, prochain rendez-vous, mercredi 29, pour Diagonale spécial championnat du monde avec Jean-Claude Demoin, donc avec nous deux, pour un premier bilan. Et ensuite, tous les 3 jours à peu près, ça va être extrêmement chaud, Stéphane. Donc un mercredi et un mois de décembre de folie sur Diagonale.